À 88 ans, le président du Sénat, Marcel Niatunji-Fendi, vient d'être reconduit à la tête de la Chambre haute à l'issue d'un renouvellement du bureau permanent. L'homme qui a été réélu à la majorité absolue par ses pairs sénateurs présidera cette institution pour les 5 prochaines années, comme c'est le cas depuis sa création en 2013. Si pour une certaine opinion, la reconduction du président de la Chambre haute n'est pas surprenante, car visiblement indétrônable, d'aucuns estiment par contre que l'état de santé du deuxième personnage de la République est un motif valable devant conduire à une alternance. Marcel Niatunji-Fendi, quel changement pour ce troisième mandat et surtout, quel avenir pour cette institution de plus en plus dépréciée? Nous en parlons ce midi avec Cyril Sambaka, président national, Alliance des forces progressistes. En deuxième partie, aux côtés du docteur Njewel Vanessa, épidémiologiste, focus sur l'épidémie du choléra. Le ministre de la Santé publique a alerté sur la présence de plusieurs cas dans la région du centre. Selon le communiqué à date du 19 avril dernier, la situation épidémiologique fait état de 88 cas notifiés et 5 décès pour un taux de létalité de 5,68%. Mesdames et messieurs, c'est le Grand 7, votre magazine de l'actualité. Soyez les bienvenus. Avant de commencer ce bal intellectuel, faisons un tour sur le continent. Question de voir ce qui s'y est passé. Vous l'avez compris, c'est l'instant Round-up. Bonjour et bienvenue à ce Round-up de l'actualité de la semaine. Et nous démarrons avec l'actualité à la Chambre haute du Parlement camerounais. Marcel Niatunji-Fendi a été réélu à la présidence du Sénat camerounais. C'était le 19 avril. C'était au cours des travaux de la session de plein droit de l'institution au Palais des Congrès de Yaoundé. Il a ainsi été reconduit par ses pairs au perchoir en ce début de troisième mandature, confirmant ainsi cette position depuis la mise sur pied du Sénat en 2013. Plusieurs autres responsables du bureau exécutif ont également été nommés. Toujours au Cameroun, insécurité, le dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires révèle que plus de 82 personnes ont été enlevées par des groupes armés non identifiés dans la région de l'extrême nord du Cameroun au cours du mois de février. Plusieurs d'entre eux auraient également été libérés contre paiement du rançon. Ce sont les informations données par les Nations Unies. Direction le Soudan où les affrontements entre l'armée et les paramilitaires ont déjà fait plus de 200 morts. Le Soudan qui fait face à une autre crise sécuritaire majeure. Les affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires des forces de soutien rapide ont déjà causé la mort de plus de 200 personnes et blessé 1800 personnes. La communauté internationale a appelé cette semaine au retour au calme, mais depuis dimanche, début des combats, ceux-ci ont redoublé d'intensité à Khartoum et dans plusieurs autres pays. Et concernant toujours cette crise au Soudan, Moussa Faki Mahamat et 3 présidents africains étaient en médiateur à Khartoum. Et depuis le début de ces combats, la Ligue arabe, l'Union africaine se sont réunis en urgence. Les pays arabes se sont mis d'accord pour condamner les violences et appeler à une solution politique. En Tunisie, Rached Ghannouchi, chef du parti Ennahda, a été arrêté en début de semaine. Le chef du mouvement islamo-conservateur Ennahda, l'un des principaux opposants au président Kais Saied, a été arrêté à son domicile. Les responsables du parti ont dénoncé ce développement extrêmement grave et ont appelé à sa libération immédiate. En économie, on a parlé de ZLECAf cette semaine avec le premier forum des affaires qui s'est tenu du côté de l'Afrique du Sud, précisément au Cape Town International Convention Center. L'événement s'est déroulé du 16 au 18 avril sous le haut patronage du président sud-africain Cyril Ramaphosa.
Le secrétariat général de la ZLECAf souhaite attirer le secteur privé africain vers les investissements stratégiques. Et une plateforme panafricaine a dénoncé cette semaine des manœuvres de déstabilisation de la RCA. Des panafricanistes ont uni leurs forces pour soutenir les actions du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra. Ils se sont réunis à Douala au Cameroun dans le cadre d'une initiative baptisée Journée de solidarité avec la République centrafricaine. Pour ces derniers, le pays d'Afrique centrale subit des menaces des forces occidentales qui méritent d'être dénoncées. En santé, au Cameroun, on a parlé encore de couverture santé universelle. Le secrétaire général des services du gouverneur de la région de l'Ouest Cameroun a procédé à Bafoussam au lancement de la couverture santé universelle phase 1 dans la région du Soleil couchant. L'autorité administrative a invité à l'occasion tous et chacun à son niveau à œuvrer dans la sensibilisation pour une adhésion massive des populations à ce programme proposé par le gouvernement camerounais. En culture, le Cameroun prépare le CAMIF, c'est le festival du film camerounais. Il valorise les productions locales. Il a été lancé pour la première fois en 2015. L'événement se tiendra du 24 au 29 avril au Mountain Hotel à Buea, dans le sud-ouest Cameroun. Et l'actualité au Cameroun a également été marquée par la signature de partenariat entre le groupe Dash Media et l'opérateur de la télévision numérique et satellite StarTimes dans les locaux de Dashako Holdings. C'est un partenariat gagnant-gagnant selon les promoteurs qui permettra aux deux entités de booster et d'étendre leur visibilité sur le continent et au-delà. À l'entame de cette émission, nous recevons sur ce plateau Cyril Sambaka, président national Force Progressiste, Alliance des Forces Progressistes. Bonjour, président. Oui, j'espère que vous allez vous accommoder à ça. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. J'aimerais bien dire que vous êtes un habitué de ce plateau désormais. Oui, c'est partagé. Hein. Je suis content d'être là, surtout pour débattre des sujets qui concernent surtout le Cameroun, parce que j'estime que les Camerounais ont besoin d'éclairage dans plusieurs domaines politiques afin que nous puissions avancer au lieu de reculer. Sans surprise, Marcel Niat-Ndjifendi a été réélu à la présidence du Sénat camerounais le 19 avril dernier. C'était au cours des travaux de la session de plein droit de l'institution au Palais des Congrès de Yaoundé, confirmant ainsi cette position depuis la mise sur pied du Sénat en 2013. Je vous propose à présent ce reportage de Serge Bertrand. Ici, on se retrouve juste après. C'est désormais officiel. Marcel Niat-Ndjifendi peut à présent entamer son nouveau mandat en tant que président du Sénat camerounais. Le sénateur nommé de la région de l'Ouest a été réélu à la majorité absolue des suffrages à la tête de l'institution le 19 avril dernier. Sa réélection a été suivie de la formation du bureau qui voit l'entrée de nouvelles personnalités. L'ancien ministre des Transports Robin Kili y figure en tant que vice-président. Sénateur de la région du Centre, il a été nommé par décret présidentiel du 31 mars parmi les 30 que prévoit la Constitution. Pour le reste du bureau, on a le sénateur Abdoulaye Wouyak Marava comme questeur et Sylvestre Ngouchingue comme secrétaire. Âgé de 88 ans, Marcel Niat-Ndjifendi a été le seul président du Sénat depuis sa mise sur pied en 2013. Il devra tout au long de son nouveau mandat œuvrer pour le renforcement de la collaboration avec l'Assemblée nationale, afin de parvenir à une meilleure coordination du travail parlementaire. Merci Serge Bertrand ici. Président, que pensez-vous de la reconduction pour la 3e fois de Marcel Niat-Ndjifendi à la tête du Sénat? Je dois dire que, comme beaucoup de Camerounais, nous n'avons pas été surpris. Nous n'avons pas été surpris que le petit frère et ami du président de la République ait retrouvé son fauteuil de Sénat. C'est vrai, nous sommes dans un pays où la jeunesse est majoritaire et effectivement, on doit se poser la question de savoir comment se fait-il que des arrière-grands-pères, n'est-ce pas, sont toujours aux affaires. Ça, c'est un problème, mais malheureusement, nous avons une constitution qui donne plein pouvoir au président de la République de faire ce qu'il veut. Hein.
Donc, ce qu'on déplore souvent, c'est que l'exécutif n'est pas séparé du législatif. Quand vous avez une Assemblée nationale et un Sénat qui est pratiquement à 80% du parti au pouvoir et que le chef de l'État est le président de ce parti, vous comprendrez bien qu'il n'y a pas lieu de faire des commentaires ou de râler. On va voir tout ce qui ne marche pas et puis on va proposer aux populations, n'est-ce pas, de choisir un autre système. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut réfléchir, mais dans la continuité, M. Niatte Difendi, qui, par ailleurs, nous avons de très très bons souvenirs de ce monsieur quand il a dirigé la compagnie d'électricité ici. Moi, c'est la seule fois où j'ai vu un DG, n'est-ce pas, quand il y avait une petite panne, où il y avait une panne, il descendait, il retroussait ses manches, il était sur le terrain. Depuis Niatte Difendi, moi, j'ai plus vu de dirigeants de Sonel le faire. Donc, c'est un souvenir qui marque, n'est-ce pas, la volonté, la pugnacité d'un homme quand il avait l'âge de le faire. Aujourd'hui, il est un sage, il peut être à l'Assemblée, au Sénat, on peut le consulter, mais vous voyez qu'opérationnellement, ça ne peut plus fonctionner. Et quand on regarde le Sénat, depuis la première législature, il y est, il est le président. Mais je pense qu'il est là-bas pour un autre rôle que celui du Sénat lui-même. Parce que vous savez, c'est la deuxième personnalité, c'est celui qui peut faire une transition quand le chef de l'État est absent, la vacance du pouvoir. Donc je pense que peut-être qu'il y est pour ce prisme-là. Mais les Camerounais, les populations attendent quelque chose d'autre du Sénat. Vous voyez donc, voilà un monsieur qui a fait un parcours dans son âge de travail, n'est-ce pas, qui a marqué les Camerounais, qui a marqué des Camerounais comme nous, et qu'à la fin, au soir, on se rend compte qu'on l'a placé quelque part et que cette institution ne joue pas son rôle. Parce que la vérité, c'est ça. Il a son 3e mandat, mais l'institution n'a jamais joué son rôle, c'est ça. Pour ce 3e mandat consécutif, il n'y aurait pas de nouveaux challenges qui se présentent au président du Sénat? Ben, de nouveaux challenges, ça, moi je ne suis pas Madame Soleil, mais je dis tout simplement, même au premier mandat, on en parlait déjà des challenges. Mais le 2e mandat est arrivé et aujourd'hui le 3e mandat. Donc en termes de challenge, moi, je ne peux pas dans le secret de Dieu, mais ce que je constate, c'est tout simplement qu'on a mis un Sénat qui n'est pas en train de jouer son rôle. Et le président du Sénat, malgré le fait qu'il a un bilan positif dans ses actions depuis sa jeunesse, n'est-ce pas, aujourd'hui, est contraint à diriger une entreprise qui ne fonctionne pas. Vous parliez il y a quelques instants de l'opérationnalisation, de descendre sur le terrain concernant le Sénat, se rapprocher des populations. À 88 ans, Marcel Niatte Difendi a été réélu à la majorité absolue par ses pairs sénateurs. Une certaine opinion estime que le facteur âge passe en second. Il est beaucoup plus question ici d'expérience. Non. Âge avancé est-il toujours gage d'efficacité? Non, voyez-vous, dans un pays où on n'a pas connu on a connu que la centralisation excessive et qu'on consacre la décentralisation, nous devons avoir des sénateurs aptes à descendre sur le terrain, discuter d'abord avec les régions, les communes et les populations. Parce que, à la différence du député, n'est-ce pas, lui, il est en contact direct avec la base. Donc, vous comprendrez qu'à un certain âge, il y a des gens qui sont vieux, à 30 ans. Il y en a qui, à 60 ans, 70 ans, sont encore solides, ils descendent dans le terrain, ils sont même habitués du terrain. Mais quand vous allez regarder notre Sénat, ne parlez pas seulement d'âge. Parce que l'âge, c'est une chose, mais regardez quels sont les gens qui sont là-bas. Ce sont des fonctionnaires qui n'ont connu que, n'est-ce pas, rendre compte aux supérieurs. Ils n'ont pas d'attache avec le peuple. Ce sont des hommes d'affaires qui, par leur argent, ont acheté des positions. Donc, le militant lui-même, qui est politique, est devenu un porteur de sac. C'est ce que nous devons constater. Nous sommes en train d'aller très mal. Parce que même le parti au pouvoir souffre. Souffre parce que ceux qui ont des postes électifs
ce sont des hommes d'affaires, des commerçants, et puis des hauts fonctionnaires qui prennent leur retraite dans ces différentes fonctions. Et le peuple, dans tout ça, lui, il est mis de côté. Parce qu'en réalité, on peut compter au bout des doigts ces élus-là qui ont une attache avec le peuple. Très peu. En fait, leur attache, c'est quoi? C'est de leur donner un peu à manger, un peu à boire. Mais il ne s'agit pas de cela. Le peuple a ses préoccupations, le peuple veut être souverain, le peuple veut choisir, n'est-ce pas, au vu des budgets, qu'est-ce qu'on doit privilégier, etc. Donc il y a une dialectique permanente qui doit s'instaurer entre ces élus, n'est-ce pas, et le peuple. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Quand il faut parler avec le peuple, on envoie le président de section, le président de sous-section, etc., etc. On les mobilise. Mais quand il faut aller au Sénat ou à l'Assemblée nationale, on voit sur les listes des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Revenons, Président, en tant soit peu, sur la longévité au sein des institutions camerounaises. Permettez-moi de faire le lien avec les présidents des conseils d'administration, aujourd'hui jugés illégitimes en raison du cumul de mandats. C'est une situation qui a été décriée il y a quelques semaines. On reste toujours dans l'attente de la publication des nouvelles listes des PCA. J'ai bien envie de vous poser la question, devrait-on se faire à l'idée d'être toujours gouverné par des personnes d'un certain âge? Il faut s'y faire, ou alors le peuple souverain doit choisir autre chose. C'est pour ça qu'on parle souvent d'alternance, et moi je parle d'alternative. Parce que l'alternance, c'est une chose, on peut remplacer Paul par Pierre, mais l'alternative, c'est un nouveau projet. Donc aujourd'hui au Cameroun, on ne peut pas reprocher à un homme de 70 ans, ou de 75 ans, de 80 ans, d'avoir des ambitions, n'est-ce pas, de poste. Parce que le président de la République, il est l'exemple type, n'est-ce pas, de la longévité au pouvoir. Vous voyez, le président de la République, je crois il a 90 ans, n'est-ce pas? Et dans son parti, on parle encore de mettre sa candidature. Ce qui est tout à fait légitime parce que c'est leur style. C'est-à-dire qu'en fait, on ne lâche pas le pouvoir, on a son joker et tout le monde veut l'imiter. C'est pour cette raison que vous allez voir au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans toutes nos institutions, les PDG, n'est-ce pas, les présidents de conseil d'administration, quand ils ont mis 6 ans légal, ils pensent qu'ils viennent tout juste de commencer. Il y en a qui ont déjà mis 40 ans, il y en a qui ont mis 30 ans, il y en a qui ont mis 20 ans. C'est un style de gouvernance qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon parce qu'à la fin, on se rend compte que c'est les mêmes qui restent statués jusqu'à ce que leurs enfants grandissent et qu'ils puissent venir les remplacer. Alors, est-ce que c'est ça le Cameroun? Est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est ce que nous voulons vivre? Est-ce que c'est un royaume? Et est-ce qu'une république? Toutes ces questions doivent se poser. On a compris, Président. En ce qui concerne le Sénat, on parle très souvent de règne des gérontocrates. Seulement, la Chambre est censée être représentative des sages. Est-ce qu'on ne devrait pas reconsidérer ces schémas? Les sages, ça ne veut pas dire les vieux. Les sages, ça veut dire qu'il faut avoir un minimum d'âge, qui est 40 ans. 40 ans. Mais ça ne veut pas dire les vieux. Parce que quand vous allez mettre que des vieux là-bas, les croulants, n'est-ce pas? Tout ce qu'ils auront à faire, c'est se soigner. Et puis, voilà, ils seront tout le temps en train de se soigner. Voilà, il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, ben, au vu de votre Sénat, ben, on se demande si la première chose, ce n'est pas l'importation des... Bon, je ne vais pas le dire parce que c'est choquant, vous voyez, parce que quand quelqu'un devient un continent et tout ça là, il n'est plus comme quand il est jeune. Voilà, ces dessous ne sont plus pareils, etc. etc. Donc, en fait, la sagesse, on peut l'apprendre. Parce que quand un enfant va à l'école, quand il revient à la maison et qu'il y a eu un problème, il s'adresse à son père. Il demande à son père, voilà, j'ai vécu telle situation, qu'est-ce que tu en penses? Il a donc besoin de cette sagesse du père. Le père lui dit ce qu'il a à lui dire. Ce n'est pas au Sénat, un Sénat naissant, qu'on prend des sénateurs qui ne peuvent pas être opérationnels sur le terrain. Ils doivent être opérationnels sur le terrain. Sur le terrain. Mais malheureusement, on se rend compte qu'ils n'ont pas un vrai contact avec la base. C'est des hauts fonctionnaires qui sont partis, qui ont pris leur retraite et qui veulent être les sages du Sénat.
Mais comment font-ils quand ils rentrent sur le terrain? Comment font-ils quand ils sont avec les conseillers municipaux, avec les chefs traditionnels, tous avec la région? Vous voyez? Donc, quelque part, on se dit, nous allons dialoguer comme ça, nous allons discuter comme ça des dizaines d'années, si on ne pense pas qu'il faut bâtir un nouveau Cameroun. C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce qu'on veut remplacer ceux qui sont là pour aussi avoir la possibilité de faire comme eux, ou bien on veut travailler à la souveraineté du Cameroun, on veut travailler à ce que le Cameroun change. Nous avons eu des institutions qui sont mauvaises, nous avons une administration qui est de la colonisation, nous avons une administration qui n'est pas l'émanation du peuple camerounais souverain, qui a 60 ans d'indépendance, avec toutes les spécialités qu'on a dans ce pays. Donc, le problème du Sénat est le reflet même de la technique de gouvernance de M. Paul Biya et puis du RDPC. Vous pensez qu'on ne peut pas espérer de voir un Sénat beaucoup plus présent en termes de travail parlementaire? Non, 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 ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire, mais il faut qu'il y ait de la volonté. Et tel qu'ils ont configuré le Sénat avec 100% du RDPC, ben, ce ne sera pas possible. Vous voyez? Ce ne sera pas, je doute. Puis il peut y avoir des petites avancées. Mais pas je ne vois pas quel est le sénateur qui ira voir le ministre des Finances pour lui dire, écoutez, les collectivités décentralisées ont droit à 15%. Ne leur donnez plus 3%, nous voulons les 15%. C'est de ça qu'il s'agit, le sénateur. Il doit bagarrer pour cela, pour que les communes d'arrondissement puissent avoir ce qui leur revient, afin qu'ils puissent s'associer dans le développement de leur commune. Nous avons 360 communes. Imaginez-vous un seul instant que les collectivités décentralisées se retrouvent avec 40% du budget de l'État. Ben, c'est le Cameroun qui va monter. C'est tous les coins, nos arrière-villages, les 360 communes sont capables de devenir des pôles de développement. Mais ce n'est pas ça leur ambition. Leur ambition, c'est d'être au Sénat et de savoir que s'il y a un problème, c'est le président du Sénat qui va intervenir. Non, mais pendant ce temps, les populations croupissent. Et le sénateur lui-même, il quitte son bureau d'affaires, il va au Sénat dans quelques sessions. Quand il sort du Sénat, il oublie complètement qu'il a un rôle, n'est-ce pas, à jouer sur le terrain. Il va continuer à faire ses affaires parce qu'il n'est pas habitué aux populations, mais il est devenu sénateur. Et on vous dit que c'est les populations qui ont choisi. Non, mais vous voyez, c'est un système. C'est un système qu'il faut abolir. Il y a un moment où on dit la récréation est terminée. Qu'est-ce que nous voulons pour nos enfants? Qu'est-ce que nous voulons pour nos petits-enfants? On continue comme ça parce qu'on cherche des positionnements, ou bien avec tout le potentiel humain et tout ce que le Cameroun a, nous nous mettons autour d'une table pour réfléchir. Nous avons failli y parvenir en 91. Ça n'a pas donné, mais le Cameroun n'est pas à l'abri de soubresauts si nous ne pensons pas Cameroun désormais. C'est quand même un énorme budget pour un pays des sénateurs. Si on venait à annuler le Sénat au Cameroun, comme certains pays africains, comme le Sénégal... Mais moi, je préfère qu'on annule l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale coûte encore plus cher. Mais ils ont le même rôle. Sauf que le Sénat, lui, il a un rôle supplémentaire. C'est de s'occuper des collectivités décentralisées. Alors moi, je ne jette pas les populations pour rester avec des députés. Je préfère encore le Sénat, n'est-ce pas? Parce que lui aussi... il regarde les lois comme l'Assemblée nationale. Mais avec l'avantage qu'il s'occupe des populations. Donc moi, je ne vais pas demander à un pays qui a vécu 60 ans de centralisation excessive de retourner à la centralisation, parce que c'est ce que ça veut dire. Supprimer le Sénat au Cameroun veut dire mettre une croix sur la décentralisation. Mais président, il faut que ce soit bien compris. Puisque les objectifs ne sont pas atteints après 3 mois. Mais les objectifs ne sont pas atteints parce que les sénateurs qui sont là sur place ne font pas leur travail. Ce n'est pas parce que le Sénat n'est pas nécessaire. Le Sénat est plus nécessaire que l'Assemblée nationale, si on me pose la question. Parce que l'Assemblée nationale coûte cher plus que le Sénat et que l'Assemblée nationale est limitée aux lois. Alors que le Sénat est dans les lois. Et en plus de ça, ils doivent s'occuper de collectivités. Moi, je ne veux pas rentrer à la centralisation excessive. Elle nous a coûté ce qu'elle nous a coûté, que les gens arrêtent de dire des choses qu'ils ne comprennent pas. Quand le Sénat arrive, ce n'est pas pour remplacer le président de la République, bon Dieu, c'est pour s'occuper des populations. Et quand on ne l'a pas compris, ça veut dire qu'on n'a rien compris à la politique. Ah oui, laissez-moi ce coup de colère, parce que j'ai déjà entendu cela. Et ça me fait mal.
parce que je me pose la question de savoir pourquoi les Camerounais sont aussi jaloux. Pourquoi ils se détestent. Parce que quelqu'un qui est à l'Assemblée nationale déteste celui qui est au Sénat. Alors qu'ils doivent avoir des rôles complémentaires. Ils doivent même s'entendre. Mais ils trouvent qu'il faut supprimer le Sénat. Et quand on va supprimer le Sénat, qui va s'occuper des collectivités décentralisées? On va donner ce rôle-là aux députés? Non. Il ne faut pas aller dans ce genre de discours parce que c'est un mauvais discours. Nous sommes en train d'avancer vers la décentralisation, peut-être demain le fédéralisme, mais si on ne commence pas à avoir des institutions qui garantissent cela, ben vous comprenez que c'est un problème. Sauf que, troisième législature, ils n'ont rien fait pour les populations. J'ai bien envie de vous poser la question, Président, quel avenir pour la Chambre haute? Après ce coup de colère, j'aimerais vous poser la question, quel avenir pour la Chambre haute? Un avenir radieux quand les populations du Cameroun vont comprendre que 60 ans, nous n'avons pas eu ce que nous devions avoir et que nous sommes au fond du train. Et qu'ils vont se lever comme un seul homme pour réclamer leur souveraineté, pour choisir ceux qui vont les diriger. Et pour dire que si vous ne nous dirigez pas comme on s'est entendu à la base, on vous enlève votre inscription, votre contrôle, sanction. Quand ces populations vont se lever pour dire nous sommes allés aux élections, et nous tenons absolument à ce que le résultat des urnes soit le vrai. À ce moment-là, ceux qui seront élus vont devenir les esclaves des populations parce qu'ils se seront engagés à faire ce que les populations demandent. Mais quand les populations ne sont même pas encore conscientes du fait que c'est eux qui détiennent la souveraineté, vous comprenez? Ça pose un certain problème. Donc, première chose, oubliez que nous allons continuer comme ça. Se mettre au travail pour que l'alternative, que les partis politiques de l'opposition, la société civile, les syndicats, les Camerounais qui se sentent, n'est-ce pas, meurtris par cette gouvernance qui est mauvaise à tous les niveaux, vont se mettre ensemble pour faire un programme commun afin de renverser l'ordre établi. À ce moment-là, le Sénat va avoir un sens parce que les populations qui se sont engagées pour qu'on en arrive là vont avoir les yeux ouverts, ils vont nous contrôler, ils vont nous sanctionner. Mais tant qu'on a l'impression que c'est le décret qui fait tout, eh bien, on ne peut pas s'attendre à des résultats. Je voudrais qu'on reparle un peu des institutions camerounaises. Que pensez-vous de l'opinion selon laquelle ces institutions ces institutions ont été qualifiées d'immobilisme? Que pensez-vous de cet avis? Mais c'est vrai, parce que, voyez-vous, au Cameroun, on a fait semblant d'entrer en démocratie. Mais l'exécutif contrôle tout. L'exécutif contrôle le judiciaire, l'exécutif contrôle l'Assemblée nationale, le Sénat. Et quand bien même, ce propre exécutif-là, quand un ministre, le président de la République, envoie une loi à l'Assemblée, il s'arrange à ce que rien ne soit modifié. Et quand bien même la loi est adoptée, combien de temps faut-il pour les décrets d'application? Ça veut dire quoi en d'autres termes? Ça veut dire que le ministre qui apporte la loi a pris le temps avec ses experts d'organiser cela. Ils organisent donc cela, ils envoient à la présidence qui valide. Mais c'est lui encore qui doit faire le décret d'application. Ce décret d'application veut tout simplement dire que le législateur est mis entre parenthèses, il a bavardé à l'Assemblée nationale, mais tant qu'il n'y a pas la loi d'application, rien ne marche. Article 66, c'est dans notre Constitution. Pourquoi on ne l'applique pas? Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne l'applique pas? Parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Donc vous comprenez que l'exécutif est au début et à la fin du processus. Quand il est au début et à la fin du processus, ça veut dire que tout ce qui est là, c'est du saupoudrage. Il faut donc venir avec une contre-force offensive pour pouvoir changer la donne. Mais pour changer la donne, ce n'est pas un messie qui va venir le faire. C'est tous les Camerounais qui se mettent ensemble et de manière consensuelle se disent voilà là où on veut porter le Cameroun. Il ne faut plus qu'il y ait des tricheries. Il faut qu'on mette des garde-fous. Il faut que le travail de chacun puisse payer demain. Donc c'est ça, c'est à ça que nous, à l'AFP, nous appelons le peuple camerounais, l'opposition, les syndicats, les corps de métier, à avoir une réflexion profonde pour le Cameroun de demain.
Parce que l'alternative qu'on veut proposer avec les autres, entre parenthèses, je ne suis pas candidat, doit passer par une transition. C'est comme ça que les choses peuvent aller dans un pays sans effusion de sang et que sans qu'il y ait des crashs. Vous comprenez? Quand vous avez gouverné 60 ans, si on vous demande d'être dans l'opposition et de revenir après, pourquoi est-ce que vous allez faire des histoires? Vous avez eu le temps de gouverner 60 ans, de rendre les Camerounais heureux. S'ils ne sont pas heureux et qu'ils veulent le changement, laissez-leur leur changement. Mais il faut que ces mêmes gens qui veulent le changement se mettent debout, c'est tout simplement. Pour que de manière pacifique, nous puissions le faire. Le Cameroun est traversé par beaucoup de problèmes. La guerre du Nozo, on a l'opportunité aujourd'hui, n'est-ce pas, de se mettre ensemble et de rayer tous ces dysfonctionnements qu'il y a au Cameroun et d'arriver à un Cameroun nouveau. Mais si vous pensez que Pierre va remplacer Paul, alternance, messianisme, le président de la République, c'est un messie pour le RDPC. Depuis qu'il est arrivé, c'est Dieu qui l'avait choisi, c'est la force de Dieu, c'est Dieu, 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 Dieu. Mais nous tous, nous sommes des dieux. Le dernier des Camerounais est un dieu. Alors, comme nous sommes tous des dieux, il faut qu'on choisisse parmi les dieux, le Dieu qui va respecter les dieux. Voilà tout ce que nous, on peut dire. Et aller dans un sens où on n'aura plus ces différents scandales. Quand vous regardez même au niveau du Tchad aujourd'hui, il y a trop de problèmes. C'est en une seule fois, en une année, en 2 années, combien de scandales, Glencore, etc., etc. C'est exagéré. Mais il n'y a que les populations qui ne comprennent pas cela. Et ça, c'est dommage. Il faut que de plus en plus, les gens commencent à comprendre que c'est eux qui ont choisi. Parce que le RDPC, quand il se met sur l'échiquier international, il dit le peuple camerounais m'a choisi. Si le peuple camerounais veut choisir le RDPC, moi je ne suis pas contre. Mais qu'ils assument les conséquences. Mais s'ils pensent que quelque chose peut changer, le RDPC aussi a le droit de goûter à l'opposition. Donc 2025, c'est un carrefour très important pour que ces braves gens du RDPC puissent se retrouver dans l'opposition. Et voir, c'est pour ça des raisons que je dis il ne faut jamais être violent avec le parti au pouvoir, parce que, ma foi, demain, vous pouvez vous retrouver là-bas. C'est la démocratie. Et le peuple peut décider de voter l'opposition. Et s'il vote l'opposition et que l'opposition a passé son temps, n'est-ce pas, à agresser les gens au pouvoir, qui s'attendent aussi à ce que quand ils seront au pouvoir, on va les agresser pareil. Donc le Cameroun a besoin de paix. Pour dire quoi? Tout ce que je vous raconte là, c'est pour vous dire que le Cameroun a besoin de se retrouver comme une nation. N'est-ce pas? Il faut qu'on laisse tous ces problèmes de division pour être des patriotes, des gens qui aiment leur pays. Ne pas être à la commande ne veut pas dire qu'on ne peut pas influencer le déroulement, l'avancée de son pays. On peut être dans l'opposition et influencer ceux qui sont au pouvoir et les choses marchent. Vous comprenez? Mais comme ils sont sourds, la seule solution, c'est de leur dire, bon, mettez-vous aussi en observateur. D'accord, Président, c'est avec cette arme que nous clôturons cette première partie de votre émission. Le Grand 7, c'est votre émission hebdomadaire qui passe en revue les faits marquants de l'actualité de la semaine au Cameroun et sur le continent africain. Avant de poursuivre, direction le Soudan. Khartoum, la capitale soudanaise, est l'épicentre d'affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires. Des combats qui ont déjà fait des centaines de morts et des milliers de blessés. On fait le point en images. La nouvelle est tombée le 17 avril 2023. Aïdan Ouara, l'ambassadeur de l'Union européenne au Soudan, a été victime d'agressions à son domicile selon une annonce du chef de la politique étrangère de l'Union européenne. Ce que Joseph Borrell a décrit sur Twitter comme une violation flagrante de la Convention de Vienne. Depuis quelques jours, la sécurité des locaux diplomatiques et du personnel est à risque au Soudan. La ville de Khartoum est en proie à de violents combats sur fond de lutte de pouvoir des deux généraux. Un peu plus tôt dans la journée du 17 avril, Joseph Borrell avait appelé à un cessez-le-feu dans le pays afin de permettre une médiation. L'Union européenne s'emploie à persuader les deux parties de la nécessité d'une pause humanitaire et à encourager le dialogue. Selon l'ONU, plus de 185 personnes ont été tuées et 1800 blessées ces 3 derniers jours lors des combats. Depuis des jours, la capitale soudanaise vibre au rythme des crépitements de balles. Entre tirs nourris et fortes déflagrations, les populations sont contraintes de rester cloîtrées à l'abri chez eux. Rendue à son 4e jour, cette lutte de pouvoir entre deux généraux, toujours indifférents aux appels à un cessez-le-feu, a déjà fait près de 200 morts.
alors que Washington a annoncé qu'un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs. L'ambassadeur de l'Union européenne a été agressé chez lui, selon Bruxelles. Le chef de la mission de l'ONU au Soudan, quant à lui, a témoigné de l'intensité des combats qui se déroulent de manière quasi ininterrompue. Au Soudan, à l'heure actuelle, à l'insécurité s'ajoute l'incertitude et la confusion. Dans le ciel, l'armée aérienne régulière du général Al-Bourhan ne cesse de répondre aux tirs intenses des paramilitaires FSR. Les deux camps affirment tenir l'aéroport, le palais présidentiel ou encore le QG de l'état-major. Le général Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les forces de soutien rapide, dit avoir approuvé un cessez-le-feu de 24 heures ce mardi. Une déclaration aussitôt démentie par l'armée. Il convient de souligner que la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé ont appelé les belligérants à garantir l'accès aux personnes dans le besoin, alors que les combats ont conduit à la mise hors service de 16 hôpitaux dans le pays. Alors que les musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, Antonio Guterres fait une nouvelle demande de trêve au Soudan. Les parties en conflit étant toutes musulmanes, Guterres joue la carte de l'apaisement. L'objectif étant de permettre aux civils piégés dans les zones de combat de fuir et de chercher de l'aide médicale, de la nourriture et d'autres provisions essentielles. Pour le secrétaire général des Nations Unies, si elle est respectée, cette trêve sera la première étape pour permettre un répit dans les violences et ouvrir la voie à un cessez-le-feu permanent après plusieurs échecs. En effet, les tentatives de médiation des organisations internationales et régionales sont très difficiles depuis le début du conflit. Cet appel au cessez-le-feu a été prononcé alors qu'au 6e jour des combats, le bilan s'alourdit. Au moins 330 civils ont été tués depuis le début des violences, selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour l'heure, des milliers de personnes tentent de quitter la capitale soudanaise à pied ou en voiture pour se mettre à l'abri en dehors de Khartoum. Certains sont bloqués dans le centre-ville, ne pouvant sortir de chez eux car n'ayant nulle part où aller. Parmi ces personnes coincées figurent des réfugiés. On parle d'environ une centaine, dont des Congolais, des Burundais, des Éthiopiens qui veulent quitter le pays depuis longtemps mais n'ont pas de pays d'accueil. Alors, Cyril Sambaka, au sortir de ces reportages ces reportages qui ont fait le point sur la situation au Soudan, le pays qui est en crise, j'aimerais vous poser la question que vous inspire ces combats, ces conflits au Soudan. Je dois dire que quand on voit ce qui se passe là, on se pose la question si les Nkrumah n'avaient pas raison, à l'époque, de prôner le panafricanisme. Parce qu'il va arriver un moment où on sera obligé de penser d'abord africain, parce que tous ces conflits que vous voyez, ces armes qui crépitent, malheureusement, les Africains ne les fabriquent pas. Les Africains ne les fabriquent pas, mais ils en ont toujours quand il s'agit de guerre. C'est le lieu de se poser la question, de savoir pourquoi est-ce que les conflits armés n'en finissent pas et les armes, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a toujours des armes pour ces conflits en Afrique. Et quel est l'impact que l'organisation africaine peut avoir sur ces conflits? On se rend compte au jour le jour que cette organisation africaine qui compte sur, n'est-ce pas, les subsides qui viennent de l'extérieur, qui ne viennent pas de l'Afrique, n'est-ce pas, eux-mêmes sont dépendants. Donc, nous vivons un drame qui fait très mal parce que c'est la conscience africaine, la conscience panafricaine qui peut résoudre ce genre de problème. Mais tant que chacun va manifester dans son centralisme excessif sa souveraineté, tant qu'on a divisé un pays en deux et que chacun réclame d'annexer l'autre, vous voyez, on ne peut pas s'en sortir. Et il faudrait une prise de conscience là, pour que les Africains eux-mêmes se penchent sur les problèmes africains. Mais ça va être difficile parce que l'Afrique est tellement départagée. Vous allez regarder en RCA, le RCA demande sa souveraineté, vous allez regarder dans un autre pays, tant que l'Occident n'a pas toussé, il ne bouge pas. Cette harmonie qu'on recherche, cette harmonie, vraiment, elle ne viendra pas de nos dirigeants. Elle viendra de nos peuples.
C'est pour cette raison que nous, à l'AFP, nous disons, et même à 15 ans déjà, nous commençons à former des jeunes à la citoyenneté. À 15 ans. Je crois que nous sommes les seuls partis qui le faisons. Et c'est très important parce que les contraintes et les signatures dans le noir que certains dirigeants ont fait en sorte qu'ils sont impuissants quant à revendiquer les droits de leur peuple. Or, si ces peuples ne connaissent pas leurs droits, si ces peuples ne connaissent pas leurs devoirs, si ces peuples n'ont pas une vision panafricaine, c'est-à-dire plus grande de solidarité, on a reçu la CEMAC il y a quelque temps ici, où on demandait que les gens s'unissent. Mais quand vous avez dans un pays comme le Cameroun, de telles divisions, le tribalisme, tous ces mots-là, comment est-ce qu'on peut aimer le Gabon si on n'arrive pas à s'aimer nous-mêmes? Donc cette prise de conscience du peuple doit amener progressivement les peuples africains à revendiquer. Et on voit dans d'autres pays la jeunesse se lever. Au Cameroun, la jeunesse, vraiment, je ne sais pas pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec eux, mais on doit encore leur apprendre un certain nombre de choses. Parce que de l'autre côté, moi je suis interpellé, on me dit voilà, il y a un monsieur qui fait semblant de vendre de l'eau, mais il vend la drogue aux enfants, aux étudiants, aux élèves. Tout ça, notre police doit être efficace. Il faut qu'on raye certains mots et qu'on amène notre jeunesse à comprendre que quand on est un patriote, on veut voir son pays debout. On veut voir son continent debout parce que la guerre des continents a commencé. Nous, nous sommes en retard. Donc, en réalité, je pense que le Soudan, ce que nous voyons au Soudan, ça va encore durer longtemps. Quand bien même un gagnera sur l'autre, l'autre s'organisera pour revenir, n'est-ce pas, au combat. Et c'est là, dans ce créneau qu'on nous a mis, de telle sorte qu'on ne puisse pas se développer. Et on va être le réservoir où on vient, on puise. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous organiser. Du Sénat camerounais à la crise au Soudan, on va passer à autre chose. On ira en santé. Je vous le disais à l'entame de cette émission, nous allons recevoir sur ce plateau Dr Ndjiwel Vanessa. Merci Cyril Sambaka d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas si je peux contribuer à répondre à certaines questions. Parce que moi, je ne suis pas pour l'alternance. Je suis pour l'alternative. Effectivement, voilà. On l'a si bien compris tout au long de cette émission. Avec notre épidémiologiste, je vous le disais, mesdames et messieurs, nous parlons de l'épidémie de choléra. Alors que des cas ont été signalés dans la région du centre, les équipes de la délégation régionale de la santé publique de la région touchée sont à pied d'œuvre pour endiguer cette maladie, mais davantage éviter sa propagation vers d'autres régions, selon le ministre de la Santé publique. On se retrouve juste après cet élément de Larissa Liboum. La région du centre connaît depuis 4 semaines une résurgence à l'épidémie de choléra. À la date du 19 avril 2023, le ministère de la Santé dénombre 88 cas et 5 décès pour un taux de létalité de 5,68%. Des cas confirmés dans les districts de santé d'Obala, Djongolo, Cité Verte, Biémassi, Mfou et Nkolndongo. Pour lutter contre la maladie, le ministère de la Santé, dans un communiqué, annonce avoir déjà mis en place des stratégies de gestion de l'épidémie dans la région du centre qui connaissait déjà une certaine accalmie. Les experts sur le terrain sont à pied d'œuvre pour limiter la propagation de la maladie, notamment une prise en charge gratuite de cas, la sensibilisation et la désinfection des ménages et communautés. Dans le même communiqué, le ministre rappelle que le choléra est une infection intestinale aiguë due à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par le bacille vibro-choléré, hautement contagieux et mortel. Il invite les populations à faire preuve de vigilance et à observer les règles d'hygiène telles que le lavage systématique des mains à l'eau potable et du savon après l'usage des latrines, le lavage des aliments à l'eau potable avant toute consommation, la potabilisation de l'eau avant la consommation et la bonne cuisson des aliments. Il invite également les populations à dénoncer tout cas suspect présentant des symptômes tels que diarrhée et vomissements récurrents. Merci Larissa Liboum. Elle nous rejoint tout juste sur ce plateau, docteur Ndjiwel Vanessa, épidémiologiste. Bonjour docteur.
Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Moi aussi, Harissa. Alors, docteur, parlez-nous du choléra, cette maladie qui décime plusieurs pays africains. Je pense qu'il est de bon temps de revenir sur les symptômes, les causes de la maladie et pourquoi pas la prise en charge. Alors, il faudra savoir que le choléra est une maladie épidémique causée par une bactérie qui est appelée Vibrio cholérique et qui se transmet par de l'eau sale, c'est-à-dire de l'eau contaminée par ce vibrion. Et lorsqu'on l'ingère, on se retrouve malade. Et parmi les signes et symptômes que nous pressentons, c'est-à-dire que le patient reçoit, il y a beaucoup plus les douleurs abdominales accompagnées de diarrhée, vomissements et déshydratation suite aux diarrhées et aux vomissements. Et si la personne n'est pas rapidement prise en charge, il pourra décéder dans les minutes et les heures qui suivent. Quel est selon vous le facteur ayant conduit à l'apparition de la maladie dans la région du centre aujourd'hui? Je pense que... Quoique les autres régions ne sont pas... le risque que les autres régions soient touchées est grand. Effectivement, il faudra savoir que le changement climatique est l'une des grosses conséquences, des grosses causes, pardon, de l'apparition du vibrio cholérique, du choléra dans certaines villes, et notamment à Yaoundé, avec ces pluies et ces inondations qui vont contaminer les eaux, et les eaux, les puits, les forages et tout ce que nous connaissons, sachant aussi que la population camerounaise a un gros souci dans ce qu'on appelle les mesures hygiéno-diététiques qu'il faut respecter. La population ne respecte pas, d'où on se retrouve toujours en train d'avoir l'apparition de ce type de maladies, parce qu'il n'y a pas que le choléra, il y a le rougeole qui est en train de continuer, il y a de temps en temps le Covid qui vient et qui repart. Donc, si la population suivait exactement les mesures hygiéno-diététiques qu'on leur demande, qu'on supplie même qu'ils fassent, on ne serait pas en train de parler du choléra tout le temps. N'oublions pas qu'il y a même le vaccin et qu'on leur donne gratuitement dans les ménages. On marche même, on cogne dans leur porte pour leur donner ce vaccin, mais peu de personnes le prennent. Et on se retrouve toujours en train d'avoir ces recrudescences de cas de temps en temps dans ces villes. Vous parlez des populations, mais j'aimerais qu'on essaye d'établir les responsabilités tant au niveau de l'État qu'au niveau des populations. Est-ce qu'on peut le faire? Effectivement. Bon, dit que les responsabilités viennent au niveau de l'État, je ne suis pas à même de le répondre parce que je suis qu'épidémiologiste. C'est vrai, on a des recommandations qu'on fait au niveau du plan politique, du plan gouvernemental, mais beaucoup plus, nous, on préfère travailler avec la population. N'oublions pas qu'il y a d'abord ce problème de hygiène. Comme je dis, la population ne mange pas très propre. En Afrique, c'est très facile de trouver quelqu'un qui vend de la nourriture à côté de la poubelle. Même si le gouvernement faisait de grandes choses. Parlez de poubelle, docteur. Je vous parler de poubelle. Vous avez vu l'état de nos villes. Voilà pourquoi je voulais qu'on essaie d'établir les responsabilités tant au niveau de l'État qu'au niveau des populations. On a l'impression que les villes camerounaises sont inondées d'ordures. C'est une situation qui peut favoriser énormément actuellement, oui. Le fait qu'il y ait des poubelles un peu de partout peut être aussi une grosse cause de l'apparition du choléra encore dans nos villes. Vous savez, le choléra, pour traiter le choléra, c'est plusieurs personnes qui devraient se mettre ensemble. Ce n'est pas que le ministère de la Santé publique, il devrait aussi avoir le ministère de l'Environnement, l'urbanisation, même le commerce. En fait, il faudrait tous ces ministères pour former un et pouvoir maintenant s'asseoir et décider comment aider la population à ne plus se retrouver face à ce type d'épidémie. N'oublions pas aussi les mairies. Et les mairies, je prends un peu l'exemple de celui de Douala 5e qui se bat souvent à nettoyer complètement ou bien à trouver des formules pour pouvoir lever les ordures dans les zones où de temps en temps on apprend que le choléra est en train a souvent l'habitude de venir s'installer. Voilà, donc, il y a ce genre de choses que les mairies devront aussi faire pour pouvoir se permettre de lutter contre cette maladie qui est pas, en fait, je dis toujours qui n'est pas très synthétique parce que on dit c'est la maladie de la saleté en fait. Mais il va sans dire que le choléra ressurgit beaucoup de fois, est récurrent au Cameroun. Oui, depuis un certain temps, oui. Pourquoi? Comment expliquer? Est-ce qu'on n'est pas face à une sorte de laxisme des autorités ou des populations? Pourquoi le choléra ressurgit tout le temps
au Cameroun? Si on ne gère pas déjà dès la base le problème du choléra, comme je dis, qui n'est pas seulement un problème de santé publique, parce que le ministère en fait beaucoup. Je vous ai parlé par exemple du vaccin qui est tout le temps distribué, mais si les populations ne sont pas eux-mêmes d'abord réceptifs à prendre des mesures pour éviter d'attraper cette maladie, et de même l'urbanisation, comme nous sommes dans les zones marécageuses, les zones où on ne devrait pas construire, les zones où... Il se pose là le problème de l'urbanisation. Voilà, de l'urbanisation, comme je suis en train de dire. S'il y a aussi ce qu'on appelle la promiscuité des endroits, les endroits comme les Makepé Misoké, où quelqu'un fait l'élevage de porcs, de poules, et tout juste à côté, une dame qui a un restaurant où on fait le tarot avec le tarot, la sauce jaune, où tout le monde se permet de manger et de boire de l'eau qui n'est pas forcément stérile. On peut facilement se retrouver en train d'avoir de temps en temps les recrudescences de choléra dans le pays. Alors, les quartiers Djungolo, Biémassi, Cité Verte et Kondongo, en plein cœur de la ville de Douala, sont touchés, ainsi que les villes de Yaoundé, oui, sont touchées, ainsi que les villes de Mfou à 20 km à l'est et Obala à 40 km au nord de la capitale camerounaise, peuplée d'environ 2,8 millions d'habitants. Docteur, quelle stratégie peut-on, d'après vous, adopter pour endiguer la maladie? Premièrement, il faudrait qu'on fasse une tripartite, c'est-à-dire on mette en collaboration la préfecture, la sous-préfecture, la mairie, en même temps les ministères, pour qu'ils puissent s'asseoir et trouver des solutions d'abord pérennes, comme l'urbanisation, les zones marécageuses, il faut carrément nettoyer, les eaux, les lacs qui ne sont pas désinfectés, qu'il faudrait qu'on trouve des solutions pour désinfecter, de l'eau, les forages, les puits qui se retrouvent dans les ménages, il faudrait qu'on trouve une solution pour toujours désinfecter. Maintenant, il y a la communication avec la population, amener la population à avoir les mesures d'hygiène, voilà. Et enfin, que tout le monde puisse prendre au moins le vaccin. Parce qu'au moins le vaccin peut et a été prouvé, arrête l'évolution du choléra. Comment se passe la prise en charge des malades, docteur? Actuellement, la prise en charge est gratuite dans toutes les formations sanitaires. Tout le monde qui présente des signes comme diarrhée, vomissement, il n'a qu'à aller dans une formation sanitaire et signale que peut-être il fait le choléra. Et je dis encore et je répète, personne ne devrait avoir honte d'avoir le choléra. Personne. Est-ce que l'épidémie du choléra a des similitudes avec d'autres épidémies comme le virus de Marburg ou toutes ces épidémies qui déciment les pays africains? Y a-t-il des similitudes? Il y a beaucoup. Ce sont comme on dit, ce sont des maladies qui se transmettent d'homme en homme. C'est-à-dire les personnes atteintes facilement peuvent contaminer les autres personnes. Et rien que ces similitudes font en sorte que ce sont des maladies qu'il faudrait absolument trouver rapidement une solution, sachant qu'il n'y a pas encore de traitement. Il n'y a pas encore de traitement. D'accord. Nous sommes arrivés au terme de cette émission, mesdames et messieurs. Merci, Dr Ndjewel Vanessa, d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Merci à vous encore de m'avoir invité. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. D'accord. Merci encore. Ça n'a pas été facile pour que vous arriviez ici, alors j'en suis vraiment désolée. De toutes les façons, merci de toujours répondre présente lorsque nous vous invitons sur ce plateau. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette émission. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre rétrospective de l'actualité. Au revoir.